Vous écoutez Les Arômes de Gaïa. Je suis Eric Doriuest, fondateur de Gaïa Arômes, et je vous emmène à la rencontre subtile du monde végétal. Bienvenue dans ce nouveau podcast des Arômes de Gaïa. Aujourd'hui, je suis absolument enchanté de vous proposer une histoire extraordinaire. Aujourd'hui, on va aborder l'importance fondamentale de la reconnaissance de nos émotions et l'importance encore plus fondamentale d'être ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous et non pas ce que le monde qui nous entoure attend de nous. Et pour illustrer cette réalité, je vous invite à me suivre à la découverte de l'histoire extraordinaire d'Anita Moorjani. Anita Moorjani, c'est une personne qui a écrit un best-seller suite à une expérience de mort imminente, mais pas n'importe laquelle. Et vous savez l'importance que je donne aux expériences de mort imminente dans mon travail, simplement parce que moi j'en ai vécu personnellement lorsque j'étais petit, et donc forcément le sujet m'intéresse au plus haut point, mais aussi parce que ces expériences sont vraiment des histoires qui nous permettent de toujours mieux comprendre ce que nous sommes. Et l'histoire d'Anita Moorjani, c'est l'histoire de la gestion des émotions, et c'est l'histoire de l'importance d'être soi. Et je vais vous expliquer. Anita Moorjani est une jeune femme qui vient d'une communauté hindoue et qui vit à Hong Kong. Sa famille est spécialisée dans le commerce international des tissus. Malheureusement, dans la communauté dans laquelle elle est, on attend d'une jeune femme qu'elle soit une bonne maîtresse de maison au service de son mari et de sa famille. Mais Anita Moorjani aspire à bien d'autres choses. Elle veut, elle aussi, travailler dans le commerce international du tissu, elle veut voyager, elle veut apprendre, elle veut découvrir le monde, évidemment, comme tout le monde. Là déjà, elle vit un premier problème, c'est-à-dire que sa communauté attend d'elle autre chose. Et donc, elle ne répond pas aux attentes de sa communauté, et elle se force à être quelqu'un qu'elle n'est pas. On apprendra dans cette histoire, en fait, qu'elle a eu finalement une mission tout à fait spécifique, puisque le mari avec lequel elle a été mariée, elle s'est mariée d'ailleurs, est quelqu'un de vraiment extraordinaire qui l'a accompagnée durant tout son processus. Puisqu'Anita a eu un cancer de la lymphe qui a duré pendant 4 ans et qui l'a amenée en phase terminale à frôler la mort dans un hôpital. D'autres points de dissonance cognitive importantes ont eu lieu dans sa vie. Anita, de par sa culture hindoue, est végétarienne. Mais sa nounou, à Hong Kong, est chinoise. Et chez les Chinois, pour se soigner, on mange certains types de viande en fonction de certains types de maladies. Ainsi, dans la diététique chinoise, par exemple, manger du porc est intéressant parce qu'il est humidifiant, hydratant et laxatif. Il va avoir un effet bénéfique sur la toux sèche, sur la gorge sèche, sur la bouche sèche, sur la gorge douloureuse. Il va agir aussi sur la soif, sur l'amaigrissement et la constipation. Voilà. Et ça, c'est un des nombreux exemples. C'est pareil pour des poissons, c'est pareil pour d'autres viandes, etc. Donc en médecine chinoise, chaque aliment a une énergie propre et elle va interagir avec notre corps et va lui permettre d'aller extraire dedans des éléments qui vont l'aider à guérir ou qui vont déséquilibrer quand il y a de l'excès lorsqu'on en mange. Et donc lorsqu'Anita tombait malade et que sa nounou était là et s'occupait d'elle, sa nounou, elle lui faisait manger de la viande en douce dans le dos de ses parents. Et là, Anita était en dissonance cognitive de nouveau, puisque d'une part, elle désobéissait à ses parents, et de deux cultures radicalement différentes venaient à l'intérieur d'elle pour y créer un tourbillon émotionnel assez inconfortable. Il en fut de même dans sa scolarité, puisque indienne à Hong Kong, elle fréquenta un collège anglophone. Et là, elle était un petit peu, si vous voulez,
l'étrangère par rapport à toute cette jeunesse blanche et bien éduquée à l'anglaise. Et donc elle était un peu le souffre-douleur de sa classe et elle, de nouveau, vivait une souffrance émotionnelle assez marquée. Et ça a été comme ça, elle a accumulé vraiment tout un tas de dissonances cognitives dans son existence parce qu'elle ne répondait jamais aux projections de son entourage. Et elle développait un cancer. Et elle développait un cancer assez particulier qui est un cancer de la lymphe. Alors, le cancer de la lymphe, c'est un cancer dans lequel le corps ne se nettoie plus. Et donc, Anita décide, après l'acceptation, après le choc de l'information de sa maladie, décide qu'elle va se soigner par elle-même et ne veut pas de la chimiothérapie. Elle décide de se tourner vers la tradition d'où elle vient et va pratiquer du yoga. Elle va dans des ashrams, obtient des résultats intéressants sur le moment, mais rien de guérissant définitivement. Elle fait des rechutes. Elle s'intéresse dès lors à la naturopathie. Et là, de nouveau dans son processus, si vous voulez, de guérison, se retrouve face à une nouvelle dissonance cognitive. C'est-à-dire que pour les naturopathes, le lait, c'est mal. Tous les laitages, les lactoses, les machins. Chez les naturopathes, c'est totalement verboten. Mais en Inde, le lait, il vient de la vache, et la vache, elle est sacrée, et donc le lait, il est sacré, et bim, elle se retrouve de nouveau dans un espèce de tourbillon émotionnel qui continue à produire en elle un tourbillon émotionnel qu'elle ne peut pas gérer. Elle est bien entendu suivie par un médecin généraliste qui s'appelle le docteur Brian Walker, et qui a eu l'opportunité incroyable de suivre son cas et de pouvoir le documenter. Et par chance, évidemment, c'est un médecin, ou par chance, ou parce que c'est comme ça que ça devait se produire, évidemment, parce que les expériences de mort imminente viennent nous enseigner quelque chose, et c'est un projet, ce n'est pas le hasard, c'est un projet. À chaque fois que les expérienceurs reviennent, disent « j'avais un projet que je n'ai pas terminé, et c'est pour ça que je suis de retour ». Souvent, on observe d'ailleurs qu'une expérience de mort imminente célèbre, on va dire, parce qu'il y en a des millions, évidemment, aujourd'hui, qui sont répertoriés, mais que les plus célèbres viennent en fait invalider l'espèce de logique matérialiste qui se produit après chaque expérience de mort imminente. Donc, au début, on étudiait le phénomène depuis le livre de Raymond Moody, dans les années 60, si ma mémoire est bonne, début des années 70, qui s'appelle La vie après la vie, et qui a été un peu le livre qui a initié toute cette recherche qui a lieu à l'heure actuelle. Au début, les matérialistes, ils disaient c'est des conneries, point barre, voilà, ils refutaient l'expérience, et c'était assez collégial, vraiment c'était une voie très marginalisée. Ensuite, il disait, oui, parce que la personne fait une EMI parce qu'elle n'a plus d'oxygène à son cerveau. C'est souvent, au début en tout cas, c'était l'idée utilisée. Sauf qu'il y a eu des cas qui ont démontré que le cerveau était toujours oxygéné. Ensuite, ils se sont dit, c'est à cause des drogues qu'on injecte. Mais il y a eu des cas où il n'y a pas eu de drogue injectée, et où le cerveau était toujours oxygéné, etc., etc. Et systématiquement, si vous voulez, quand il y a une hypothèse émise par les matérialistes pour essayer de clore le débat une bonne fois pour toutes, et pour respecter leurs croyances, il y a un nouveau cas qui vient pour invalider l'hypothèse matérialiste. Donc, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du dessein, de l'ordre du programme pour nous éduquer à quelque chose. Nous, l'humanité primitive, il y a quelque chose au-delà de la matière, et c'est une évidence, et on l'apprend et on l'étudie depuis le début du XXe siècle, avec ce qu'on va appeler la physique moderne. Mais ça prend du temps, et puis il y aura toujours des oppositions, etc. Il ne faut pas s'en tracasser. Ce qui est important, c'est de suivre évidemment la voie de la recherche, et pas la voie de la croyance, la voie de la recherche, et cette recherche, elle va nous montrer des choses éminemment intéressantes. Et ce médecin, le docteur Walker, lui, il a eu cette vivacité d'esprit que lorsqu'il a été mis en contact avec ce qu'on va appeler la résurrection, le terme est un tout petit peu extrême, parce qu'elle n'a jamais été considérée comme décédée, mais lorsqu'elle est revenue de son cancer, et je vais vous expliquer un peu les étapes, eh bien, il a eu l'opportunité de se poser des questions en tant que scientifique. Il n'a pas dit « Ok, c'est un cas à part, c'est pas intéressant ». Il a dit « Il vient de se passer un truc que je ne comprends strictement pas, et donc je vais l'étudier et me renseigner, et je vais partir sans a priori parce que c'est vraiment extraordinaire ». Et les médecins sont confrontés à l'extraordinaire
régulièrement dans leur existence. Mais c'est toujours la posture par rapport à l'expérience qu'ils vivent qui va déterminer le fait d'intégrer l'inhabituel, on va dire, dans le champ de la conscience ou de le rejeter parce que ça ne cadre pas avec la doxa scientifique et puis les croyances, parce qu'on a tous des croyances limitantes. Et le choix à faire, c'est quand on est face à une croyance limitante, c'est d'arriver de 1 à l'observer et puis de 2 à se poser des questions. Revenant à l'histoire d'Anita, donc elle périclite, son cancer gagne du terrain, à un point tel qu'elle arrive dans ce qu'on va appeler la phase finale, où elle est amenée en soins intensifs, où elle pèse 30 kg ou 40 kg, enfin très peu, où les tumeurs sont visibles sur son corps, puisqu'elles ont parfois des tailles de balles de tennis, elle en a de la gorge au ventre. Les médecins qui la reçoivent dans les soins intensifs constatent que les reins ne fonctionnent plus, le foie ne fonctionne plus, les poumons se remplissent de liquide, ils ont dû lui enlever jusqu'à 2 litres de liquide, et le cerveau ne fonctionnait plus. Le cerveau s'éteignait, elle était vraiment en train de partir, elle est rentrée dans le coma. Et dans ce coma, elle raconte des choses vraiment intéressantes, c'est-à-dire que d'abord, elle perçoit tout ce qui se passe autour d'elle, c'est très souvent le cas, elle perçoit tout ce qui se passe autour d'elle, au niveau de la chambre, des interventions qui se font, etc. Il y a un oncologue qui a été appelé en urgence, mais elle était déjà dans le coma, c'est lui qui lui a enlevé l'eau des poumons, et elle le reconnaîtra après quand elle se réveillera, mais là je brûle les étapes. Et donc elle perçoit tout ce qui se passe autour d'elle, elle perçoit évidemment les paroles, mais elle perçoit aussi les pensées, ce qui est un trait tout à fait commun des expériences de mort imminente. Les gens perçoivent, les expérienceurs perçoivent ce que pensent les gens autour d'eux. Mais bien plus intéressant, c'est que son mari, qui l'a accompagné avec une immense bienveillance pendant tout son processus de cancer, discutait avec un médecin au bout du couloir dans une pièce d'infirmière, à plus de 10 mètres de la chambre, et Anita entend mot pour mot la conversation qu'ils s'échangent. Et ça définit clairement le fait qu'elle percevait des choses au-delà de ses sens physiques de son corps. C'est évidemment une constante dans les expériences de mort imminente. Il y a les perceptions locales, mais il y a des perceptions qui ne sont pas locales. Il y a des perceptions qui peuvent se faire à plusieurs kilomètres lorsque la famille est loin. Et l'expérienceur, quand il revient, dit « Ah bah oui, vous étiez dans la cuisine, le chien était là, t'étais habillé comme ça, et vous vous êtes dit ceci, cela. » À 5, 10, 20 kilomètres, la distance n'a pas d'importance, et on le sait. On le sait selon la physique moderne. Ce qu'on va appeler l'intrication quantique, c'est la possibilité que l'information voyage à une vitesse au-delà de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire en instantané. Que la distance physique du monde matériel appartient au monde matériel, mais à partir du moment où on est dans le monde de la conscience, cette limitation-là n'existe plus. Donc Anita, eh bien on est le 2 février, je vais vous donner la date, alors parce que simplement ça me permettra de vous dire quand elle s'est réveillée. Donc le 2 février, elle est en soins intensifs, elle est dans le coma et elle s'en va. Les médecins prévoient, selon leur schéma habituel, qu'elle ne s'en sortirait pas, ils connaissent ce qu'elle est en train de vivre, ils savent les résultats que ça donne, et ils prédisent à la famille qu'Anita est dans son dernier coma et qu'elle ne se réveillera pas. Et c'est là que l'expérience se produit. Elle, pendant son coma, est consciente, et quand elle est focus sur la situation, la tristesse des personnes autour d'elle, etc., eh bien, elle est attirée vers un état de détachement, de joie, de lumière et de bienveillance. Elle se retrouvera à ce moment-là entourée d'êtres chers qu'elle avait croisés dans cette existence-ci, puis elle leur racontera qu'elle avait croisé dans d'autres existences, parce qu'apparemment on vient dans des familles et puis on interagit un peu toujours avec les mêmes personnes pour résoudre des choses, et puis parce que voilà, c'est peut-être des groupes affinitaires, on va appeler ça comme ça, des familles d'âmes, pour qui a envie de l'appeler ça comme ça. Et ces personnes qu'elle connaissait, qui étaient déjà décédées des années auparavant, lui ont fait comprendre qu'elle n'avait pas terminé, qu'elle avait encore une mission à remplir. Et sa mission, c'est de revenir et d'expliquer ce qu'elle a vécu et la compréhension qu'elle a eue de sa maladie et de la raison pour laquelle elle est tombée malade, et c'est justement le fait de ne pas avoir donné ce qu'elle était, mais d'avoir toujours transformé sa personnalité pour répondre
aux exigences de son entourage. Et je vais vous lire un petit extrait de son livre qui s'intitule « Revenu guéri de l'au-delà », qui est un ouvrage que je conseille tout à fait régulièrement lors des formations que je donne et lors de consultations, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nourrir une réflexion fondamentale sur l'importance d'être soi. Voici ce qu'elle dit, on est page 113. « Voyant cela, je compris que je me devais, pour moi, pour tous ceux que je rencontrais, et pour la vie elle-même, de toujours être l'expression de ma propre essence unique. Essayer d'être autre chose ou quelqu'un d'autre ne me rendait pas meilleur, cela ne faisait que me priver de mon vrai moi. Cela empêchait les autres de me connaître pour ce que j'étais et m'empêchait de réagir de façon authentique avec eux. Le fait de ne pas être authentique privait aussi l'univers, avec un grand U, de l'être que j'étais venu incarner ici et de ce que j'étais venu y exprimer. » Elle comprend en fait qu'elle fait partie de la conscience globale. Et elle dit ceci de tout à fait intéressant. « Dieu n'est pas un être, mais c'est un état d'être. Et c'est l'état que j'ai rejoint durant mon EMI. » C'est-à-dire qu'elle faisait, donc, en s'éloignant de la scène d'observation de son coma, elle se connectait, elle devenait, si vous voulez, tout. Et donc elle pouvait rencontrer plein de consciences qu'elle avait déjà rencontrées, elle voyait des histoires de vie qu'elle avait déjà vécues, peut-être auparavant, peut-être après, je ne sais pas comment ça fonctionne, on n'a pas toutes les réponses, bien entendu, mais elle était connectée à l'entièreté de la conscience globale, qui est sans doute ce qu'on essaye de définir fort maladroitement par Dieu. Alors elle disait, pendant que ça lui arrivait, qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir changé d'endroit physiquement, elle avait l'impression de s'être réveillée et que ce qu'elle vivait de l'autre côté était la normalité par rapport à l'expérience humaine, qui est une expérience extrêmement dense et condensée pour justement percevoir des émotions et travailler dessus et évoluer. Alors, l'autre clé qu'elle ramène évidemment de sa guérison, c'est que en fait, elle a commencé à guérir dans son EMI à partir du moment où elle a accepté la situation dans laquelle elle était. Elle a accepté que c'était juste comme ça, elle a accepté son cancer, elle a accepté sa maladie, elle a accepté tout le fait de ce qui s'était produit dans son existence, et ça lui a ouvert des clés de compréhension, et il y avait besoin qu'une personne comme elle revienne et puisse communiquer sur cette histoire qui a été étudiée et qui a été analysée par nombre de médecins qui, au départ, s'arrachaient les cheveux. C'est une évidence, ils ne comprenaient strictement pas comment cette personne qui normalement aurait dû mourir était revenue à la vie, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire que le 2, elle rentre en coma, le 3 au soir, elle reprend vie, on va dire ça comme ça, elle revient, et elle dit ça va, je vais guérir. Elle avait refusé donc la chimiothérapie pendant sa phase précédente, et en revenant, si vous voulez, les médecins lui ont dit écoutez, on va faire de la chimio, enfin. Et alors qu'elle était assez farouchement opposée quand elle était consciente, là elle dit ok, si ça vous fait plaisir, si ça peut vous rassurer, moi il n'y a pas de problème, vous pouvez me mettre de la chimio, je sais que ça ne me fera rien. Waouh, ça c'est un très grand enseignement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on flippe de la chimiothérapie parce que ce sont des produits, on sait qu'ils sont fort toxiques pour l'organisme, mais elle disait, pas de problème, je sais que ça va aller. Le 3, donc, au soir, elle revient. Le lendemain, elle veut enlever son tuyau à oxygène en disant « J'en ai plus besoin, c'est bon, j'ai guéri ». Après, elle veut enlever sa sonde gastrique. Elle dit voilà, j'ai plus besoin d'être nourrie, ça va, j'ai faim, je veux me nourrir, etc. Ces tumeurs qui étaient colossales sont résorbées assez drastiquement en 5 jours. Et 3 semaines après, il n'y a plus de traces de cancer. Voilà. Cette histoire-là, je vous invite vraiment à la découvrir plus en profondeur parce qu'elle est vraiment riche d'un enseignement dont l'humanité a besoin parce que il est important pour nous d'apprendre à nous connaître. Et le médecin, le fameux Dr Walker dont je vous parlais, lui, quand c'est le mari d'Anita Moorjani qui est allé le retrouver peu de temps après, il lui a dit « Mais docteur », et le docteur se dit « Mon Dieu, ça va être terrible, enfin, on va devoir faire le travail de deuil, etc., ça va être dur ». Et le mari d'Anita Moorjani lui dit « Docteur, elle s'est réveillée, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. » Le docteur comprend, enfin, en voyant la tête du mari, que quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Et il entame à ce moment-là toute une réflexion
comme de nombreux scientifiques honnêtes, sur ce qui s'est passé, sans affirmer quoi que ce soit, simplement analyser et observer et comprendre un phénomène pour lequel on n'a pas toutes les explications, loin de là. Le médecin se dit qu'en fait, il doit creuser la question et donc il va rentrer dans des tentatives d'explication et de compréhension qui cadrent avec la pensée scientifique sans s'enfermer dans du scientisme. Et donc lui dit, ben voilà, j'ai appris que, en étudiant le cas d'Anita Moorjani, nous ne sommes qu'énergie. Et parce que nous ne sommes qu'énergie, nous ne sommes que des émotions à l'intérieur. Et comme l'énergie, selon la science, ne peut être ni créée ni détruite, nous n'avons que le choix de transformer nos émotions. Et puis dit-il, puisque l'énergie ne peut pas être détruite, alors la conscience continue après la mort. Mais ça, on lui laisse. C'est un peu le truc que l'on ne sait qu'au moment où on meurt. Et c'est toute la beauté de la chose. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives assez réjouissantes sur le fait de la vie après la mort, des possibilités de la réincarnation, de la possibilité de s'incarner dans d'autres endroits que sur cette planète qui est considérée comme, par de nombreux expérienceurs comme étant un endroit pas facile, et je ne serai pas le premier à les contredire. Et donc ici, ce qui est fondamental dans cette expérience, et ce que je voulais vous partager, eh bien, c'est cette histoire de l'importance de suivre sa propre voie. Et c'est sur cette conclusion que je vais terminer ce podcast un peu plus long que d'habitude, en vous laissant le choix et le soin de méditer sur la portée de cette expérience et sur la possibilité que nous offrent les huiles essentielles pour faire ce travail sur nos émotions. Il existe évidemment d'autres techniques, l'hypnose, la méditation sont des techniques qui fonctionnent, les huiles essentielles fonctionnent, les synergies que je crée dans mon travail d'aromathérapeute, vous connaissez déjà sans doute les synergies léolistiques de Gaia Rome que j'ai créées tout au long de mon parcours d'aromathérapeute, permettent spécifiquement de travailler sur la gestion des émotions, l'acceptation de ce que nous sommes. Et je dois dire que l'histoire de Anita Moorjani m'a en partie inspiré plusieurs synergies que j'ai créées parce qu'elles ont une importance fondamentale sur la possibilité d'évoluer et de ne pas être malade parce qu'on est dans un tourbillon émotionnel. Voilà, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et un chemin apaisé vers la plus belle partie de vous-même. À bientôt.